tous et bienvenue sur ce podcast. Mon nom est Clément Marianne et avec mon acolyte Franck Poirot, on vous emmène à la rencontre des entrepreneurs d'outre-mer. On vous propose de parler d'entreprise, d'innovation, d'investissement, d'indépendance, à travers le témoignage de femmes et d'hommes créoles qui ont eu l'audace de se lancer. Nous échangerons avec eux sur leur parcours, leurs succès, mais aussi leurs erreurs, leurs échecs et de la particularité d'entreprendre dans les DOM. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. On part à la rencontre d'un duo d'entrepreneurs passionnés et passionnants en la personne de Thomas Carrère et Bruno Denmont. Les deux amis nous parlent de leur parcours, de leur rencontre et de comment ils se sont associés en 2016 pour fonder Du Simple au Double. Du Simple au Double, c'est une agence spécialisée en marketing digital, bien connue dans l'écosystème à La Réunion et qui, aux yeux de tous, avait vraiment le vent en poupe. Alors quand Thomas et Bruno ont annoncé la fermeture de leur structure en fin 2022, ça a été la surprise générale. Dans cet épisode, Thomas et Bruno reviennent sur cette aventure, évoquent les raisons de cette fermeture en toute transparence et partagent au passage pas mal de pépites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Moi, je suis hyper content de vous recevoir pour cet épisode, parce que c'est un épisode un peu particulier où on reçoit non pas un, mais deux entrepreneurs, en les personnes de Thomas Carrère et Bruno Denmont. Pendant cet épisode, on va revenir avec eux sur leur aventure au sein de l'agence Du Simple au Double, une agence qu'ils ont créée en 2016 et dans laquelle ils ont accompagné plus de 120 clients sur des thématiques autour du marketing digital. Donc, on va avoir un épisode très riche en échanges, mais aussi en enseignements. Alors, merci Thomas, Bruno, d'avoir accepté l'invitation. Et avant de commencer, tout d'abord, comment ça va? Et écoute, ça va très bien. Ouais, ça va très bien, merci. J'ai juste une petite voix nasillarde due à un rhume. Merci, mon fils. Ça s'entend même pas, tu vois. On retrouve le côté Cool. sexy naturel de ta voix, là. Merci Je messieurs t'en pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Exactement, un plaisir et un honneur d'être à votre micro. Avec grand plaisir. Franck, ça va de ton côté? Écoute, ça va toujours bien, de 16 heures hyper matinales, moi ça me met toujours de très bonne humeur, ça va bien. D'ailleurs, Clément m'avait dit à l'époque, Bruno, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un plan à 4 lors du podcast? Et on n'a pu que répondre que oui, bien évidemment. Alors, tout bien, tout honneur, bien entendu. Ouais. Bien entendu. C'est vrai que les échanges préparatoires ont donné un peu la couleur de l'épisode. Alors, je profitais d'avoir la parole, donc vous connaissez comment ça se passe. On commence toujours par un portrait créole pour mieux connaître nos invités. Alors, la première question, elle sera je vais d'abord écouter Bruno. Donc, Bruno, Oui. si tu étais un plat des îles, tu serais lequel et pourquoi? Alors, si je serais un plat des îles, ou en tout cas le plat que j'aime bien, Mhm. je suis plutôt team curry poulet, moi. Depuis toujours, parce que j'ai toujours aimé le poulet, différentes manières d'être cuisiné, et c'est un grand classique. Donc, plutôt team curry poulet. Ok, team classique, curry poulet. Et toi, Thomas? Euh, Moi, je dirais plutôt genre un bon tartare de poisson bien frais. C'est un peu naturel avec juste un petit filet d'huile d'olive, un peu d'ail, un peu de gingembre, du siave, de la sauce huître, des oignons verts. Voilà. Plutôt sur la côte. Plutôt. Plutôt sur la côte, ouais, avec un thon banane. Ça, c'est bon, ça. Tartare de thon banane. Très bien. Je me suis dit, si Bruno a lancé le classique curry poulet, il y aura forcément une réponse un peu décalée. En tout cas, on sent déjà une belle complémentarité entre la terre et la mer, etc. Alors, Mais ouais, Thomas est quelqu'un de très décalé. Vous allez le rencontrer. je pense qu'il pense la même chose de toi, du coup. C'est ça qui est bien entre associés. C'est ça. Il le faut. Alors, du coup, on va rester avec Thomas. Thomas, si tu devais choisir un lieu, tu vois, un lieu que tu aimes bien, un lieu que tu affectionnes, peut-être un lieu qui t'inspire ou quoi, ce serait lequel? Un lieu. Alors, j'avoue que j'ai pas de coin précis, mais Mhm. globalement, je dirais le sud de l'île. Ok. Euh, J'aime bien, tu vois, l'ambiance, le décor, tout ça. Puis il y a un côté aussi, bah, le sud, presque contre la capitale. Je pense que c'est mon côté toulousain, ça qui remonte. Mais je suis attaché quand même à dynamiser l'entrepreneuriat dans le sud, l'activité. Voilà, il y a un petit combat derrière. Ok. Intéressant. Et toi, Bruno?
Alors moi, je suis un sudiste de nature, de cœur, et en fait, je dirais plutôt la plage de l'étang salé. Alors c'est un peu plus précis que Thomas, mais pourquoi? Parce que j'ai passé mes week-ends en tant qu'adolescent à me baigner, oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, en tout cas, moins de requins. Et c'était des week-ends à faire du beach volley, à flirter avec les petites amies, à s'amuser dans les vagues et à passer du bon temps dans la ZAC. Donc, clairement, ma seconde ville de cœur, c'est l'étang salé, qui est clairement différente de l'ambiance du tampon, là où je suis natif, où il y a un peu plus de brume et de bottes en caoutchouc. On est d'accord. Et je pense que tous les Réunionnais qui nous écoutent diront, ah ouais, c'est vrai, la plage de l'étang salé, on a tous des bons souvenirs là-bas. Alors maintenant, on en parlait un petit peu en off. Si vous deviez retenir alors soit un style de musique ou alors un titre en particulier, une musique pareil, que vous aimez, qui vous inspire ou que vous aimez bien écouter quand vous bossez, ce serait quoi? Je pense que comme tout le monde, j'écoute de tout. Clairement, ça va de Charles Trenet à Imagine Dragons. Voilà, une petite préférence pour le rock anglais. Ok. Là, les Queen, Led Zeppelin, Police et compagnie. Après, pour bosser, c'est pas trop ça, parce que sinon tu chantes, enfin, du coup, t'es plus du tout concentré. Tu Mais danses en beaucoup, fond, Thomas, toi, quand tu et travailles. je danse, ouais, très bien, très très bien. Certains pourront le confirmer. Dommage qu'on a que Non, mais l'audio. c'est ça. Mais les gars, pourquoi vous faites un podcast aussi? Non, mais pour se concentrer, je mets des fois des versions orchestrales de musique de film ou de jeux vidéo, tu vois, comme Hmm. Zelda, là, dans un concert symphonique. C'est parfait. Parfait. Tu te concentres et tu perturbes pas ton cerveau. Ok. Et toi, Bruno? Alors moi, en règle générale, alors de formation, je suis ingénieur du son, donc j'aime souvent bien les productions bien produites. Et j'aime bien le groove aussi, j'aime bien la funk, j'aime bien le hip-hop, j'aime bien la pop quand ça groove aussi, c'est sympa. Mais j'ai un petit coup de cœur pour le jazz, en fait, et encore plus particulièrement pour le latin jazz. Ok. J'aime bien les grandes figures un peu caribéennes des années 60, 70, 80. Après, c'est des noms que très peu de gens connaissent, mais c'est du Mongo Santa Maria, Ray Barretto, La Fania All Stars. C'est plein de grands groupes des années 70-80. Et, euh, et voilà. Donc, en gros, et j'aime bien aussi, pour compléter, toute cette nouvelle génération de jeunes réunionnais qui arrivent là un peu à la Maya Kamati, Bastien Picot, Tin Poppy, des Graines Sémé, toute cette nouvelle génération de copains qui déchirent, quoi, qui sont vraiment des virtuoses, des bons compositeurs, des bons arrangeurs et qui aiment bien la bonne musique qui groove. Voilà. Ok. J'ai une petite question. Quand tu dis que tu aimes bien les productions bien produites, t'entends quoi par là? Ouais. Bah, j'entends des productions qui passent par un circuit avec de bons arrangeurs, des bons studios, du bon mastering, des sons qui sur le fond déjà sont bien amenés, Mhm. bien arrangés, bien pensés, et sur la forme avec ben, comment dire, sur la forme, que ce soit bien. Quand on dit bien produit en règle générale, c'est-à-dire que ça passe souvent par des bons studios, ça passe par une bonne culture de la musique bien traitée, produite et en studio, quoi. Voilà. Ok. Les choses bien faites jusque dans les détails. Exactement. Ouais. Ok, bah merci pour ce portrait créole, hein. On voit qu'il y a une petite division au sein des plats, mais que vous vous retrouvez déjà sur le lieu. Big up le sud de l'île. Et puis des goûts musicaux assez prononcés pour chacun de vous deux. Ça permet d'attaquer l'épisode sous de bonnes auspices. Je vais repasser la parole à Clément. Comme d'habitude, on a beaucoup de questions à vous poser. Et Clément va prendre le lead là-dessus.
Je le disais en intro, hein, vous êtes Thomas, Bruno, les ex-cofondateurs de l'agence du Simple Double. Et c'est comme ça qu'on vous connaît beaucoup, en tout cas à La Réunion et dans l'écosystème entrepreneurial. J'aimerais qu'on revienne là-dessus, sur l'agence, sur les moments forts de l'agence, les étapes clés, pourquoi aussi vous l'avez fermée et qu'est-ce qui a conduit à cette décision. Comment vous avez construit aussi un fort sentiment d'appartenance avec vos équipes. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé les premières fois où je vous ai rencontré et où j'ai eu l'occasion d'échanger avec les membres de l'agence. C'est ce côté vraiment limite familial que vous avez réussi à instaurer et que je retrouve même en discutant avec vos anciens employés qui ont toujours ce côté-là avec vous. Donc, je trouve que c'est vraiment un enseignement que j'aimerais creuser avec vous. Et évidemment, bah, qu'est-ce qui se passe aussi ensuite. Mais avant de revenir sur tout ça, je pense que avant d'en arriver à votre association, avant de monter l'agence du Simple, vous avez fait tous les deux des choses aussi intéressantes qui vous ont amené à vous rencontrer. Et j'aimerais qu'on commence par là. Alors Thomas, au hasard, est-ce que tu peux, toi, nous décrire dans les grandes lignes ton parcours et qui t'a emmené jusqu'à rencontrer Bruno et avoir cette première discussion de l'association. Et après, on demandera à Bruno aussi sa vision des choses. C'est toujours intéressant de confronter les deux. On va voir si c'est raccord. Ok. Alors, rapidement, donc moi, j'ai passé toute ma jeunesse à Toulouse, dans le sud. Voilà, toujours le sud en force, effectivement. Puis après la prépa, direction le nord de la France, Lille, pour une école d'ingénieur, Centrale Lille. Ensuite, j'ai fait 5 ans à Paris, dans le milieu de l'édition. J'ai pas mal navigué entre de la bande dessinée à de l'édition scientifique B2B. Et puis, envie de nouveau et de découvrir de nouveaux horizons. Donc, 2011, démission et direction La Réunion. Ça fait maintenant 12 ans que je suis là. Et je me suis mis community manager à l'époque. Alors, je crois qu'on était peut-être 3 ou 4 sur l'île. C'est un métier qui était absolument pas connu, pas reconnu. Personne ne comprenait ce qu'on faisait. Il n'y a pas de formation pour faire ça, mais je me suis lancé. Je sentais qu'il y avait un truc à faire. Et du coup, d'ailleurs, j'ai rapidement donné des formations dès 2014. Et je crois qu'à un moment, j'ai dû former la moitié des concurrents sur l'île au community management. Et c'est là, une des premières fois, où je l'ai vu au fond de la salle, Bruno, motivé, fraîchement Des yeux, ingénieur du des son, yeux qui brillaient. les yeux qui brillaient, qui voyaient un avenir radieux. Et après, moi, j'ai été aussi un petit peu digital nomade, même si je crois que ça ne se disait pas à l'époque. En 2014, j'ai pas mal bourlingué en Australie, à Melbourne. Et à mon retour, on a monté une asso avec 2 autres copains qui s'appelait Social Media Réunion. C'était une asso pour valoriser un peu tous les métiers du social media, les aider à se structurer. On avait organisé pas mal d'événements, des rencontres, des conférences, des ateliers, etc. Ça a duré quelques années. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai aussi intégré le bureau de la Web Cup, l'asso qui organise beaucoup de choses, dont la compétition de création de site web Web Cup et les Startup Weekends sur l'île. Et voilà. Sauf qu'à un moment, indépendant, c'était bien, mais je commençais à tourner en rond et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de mettre plusieurs cerveaux autour des problématiques des clients. Et avec Bruno, on se côtoyait dans le même espace de coworking. On était dans les mêmes réseaux, la Web Cup notamment, Social Media Réunion également. Et on discutait, on échangeait naturellement de bonnes pratiques. On était des bons concurrents, on va dire. Et il y a un moment où j'ai dit, hé, ça te dirait pas de faire un truc? Là, je fais 3 petits points, je laisse la parole à Bruno pour voir si c'est la même introduction. Allez, bah moi de mon côté, effectivement, donc je suis natif de La Réunion, du Tampon. Je suis rapidement arrivé en métropole début de vingtaine d'années. Et en fait, après des études scientifiques, une école de musique sur Paris pendant 1 an, j'ai fait une école de cinéma en 2005, je crois, côté son, donc en option son. Son à l'image, son pour la musique, son pour l'événementiel, la pub. Et rapidement, après cette école de cinéma, j'ai monté un studio de post-production son sur Paris. Donc pendant 8 ans, j'ai fait du son à l'image et du son pour la musique. Donc j'étais prestataire dans les studios de musique pour faire du recording pour les albums. Et j'étais aussi ingénieur du son, soit en plateau, soit en post-traitement
pour des courts-métrages, pour la télé, pour le cinéma, etc. Donc, j'ai côtoyé des gens de l'image sur Paris pendant 10 ans, sans trop en faire. Et au bout de 10 ans sur Paris, je suis rentré en 2014 à La Réunion, où j'ai continué à faire ingénieur du son pour la télé, pour des séries locales. Et rapidement, au bout d'un an, je tournais un peu plus en rond ici. J'avais moins de projets un peu excitants au quotidien, et donc j'ai toujours été un assez bon communicant. Je me suis dit, allez, je vois qu'on parle pas mal de digital, de social media. C'était des métiers qui commençaient un peu à émerger. Et j'ai fait une première formation par curiosité, et c'est là où j'ai rencontré Thomas, ce très beau formateur, très compétent. Et je me suis dit, mais en fait, ça me parle. Donc, à l'ego, je me forme, je fais une petite transition, je passe de ingénieur du son à community manager indépendant. Donc, je me suis monté un petit statut, j'ai rejoint l'espace de coworking, le Transfo de la CCI à l'époque, là où on s'est pas mal côtoyé avec Thomas. J'ai intégré les associations un petit peu du secteur, de la communication, du web, etc. Et rapidement avec Thomas, comme il l'a dit, on a pas mal échangé autour de problématiques clients, de problématiques d'expertise un petit peu. Et effectivement, à un moment, Thomas avait quelques beaux projets en développement. Il a dit, allez, c'est parti. Euh, Mutualisons les réseaux, les compétences, les expertises. Donc lui, plutôt profil stratégie, éditorial. Moi, plutôt la partie création de contenu avec un ADN commun des réseaux sociaux, du social media, du web et de l'entrepreneuriat. Et on s'est dit, allez, on y va. Donc, timidement, parce qu'on ne se connaissait pas beaucoup non plus, on a commencé à échanger, à structurer un peu le projet. Et après, le projet s'est mis à se développer. Et Thomas prend le relais maintenant pour pouvoir expliquer un petit peu le développement, pour pas que je monopolise trop non plus la parole. Alors attends, je fais juste une pause là avant qu'on aille Ouais, plus loin sur tout ça, parce que j'ai quand même déjà des premières questions. C'est ok. le sujet de l'association, c'est un sujet qu'on revoit souvent en fait dans l'entrepreneuriat. Et trouver le bon associé, c'est, on le sait, une étape clé. Et s'associer aussi, prendre la décision de s'associer, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc ma question pour vous, c'est, on sent là, depuis qu'on est dans le call avec vous, une grosse complicité et franchement, c'est agréable à voir et entendre. Et j'imagine que ça s'est pas fait en 2 jours. Et tu le dis d'ailleurs toi-même, Bruno, on se connaissait pas encore, donc on a commencé à travailler timidement ensemble. Comment vous avez fait pour vous dire, tiens, j'ai quand même envie de m'associer avec ce gars-là et de construire une aventure qui va durer plusieurs années? Est-ce que voilà, ça a été vraiment au feeling ou est-ce que chacun l'un l'autre vous êtes posé des questions bien précises que vous pourriez peut-être aussi recommander à d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous aujourd'hui? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on est tous différents face à l'association, à la confiance qu'on peut donner aux gens au quotidien. Moi, je sais que de nature, je suis assez positif et j'ai assez confiance aux gens. Après, bien évidemment, je travaille au feeling et avec un minimum de prudence. Mais dans ce cadre-là, de cette association-là, ce qui s'est passé, c'est que quand je dis timidement, c'est que Thomas, lui, à côté de ça, il était formateur, il avait son pool de clients. Moi, à côté de ça, j'étais encore un peu ingénieur du son sur des projets, je commençais à faire du montage. Donc, j'avais aussi déjà un peu mon activité d'indépendant. Donc, au début, on a mutualisé certains projets. Donc, pas tout. On n'a pas mis tous les œufs dans le même panier. On s'est dit, OK, voyons pendant quelques semaines, quelques mois, ce que cette association-là peut donner. Et on verra, sans trop se poser de questions, ce que ça donnera dans quelques semaines, quelques mois. C'est ce qu'on a fait et on s'est rendu compte rapidement dans les premiers échanges qu'il y avait effectivement un feeling, il y avait une complémentarité et que on était plutôt du genre à ne pas trop se prendre au sérieux. Donc sur cet aspect-là, on est plutôt vraiment ressemblant. Et donc tout ça fait qu'à un moment, c'était logique d'aller un peu plus loin, donc de signer des nouveaux contrats, de développer l'activité, de recruter, etc. Ce que je comprends, c'est que vous avez testé cette collaboration-là, d'abord dans un modèle où vous êtes restés tous les deux freelance, et c'est ça qui vous a permis de tester un petit peu aussi vos méthodes de travail ensemble. Est-ce que ça fitait? Thomas, tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais c'est pour compléter ça. Effectivement, enfin, on l'a testé. Alors, c'est vrai qu'à
A posteriori, finalement, c'est vrai que c'était un peu une phase de test. Je l'avais même pas vu comme ça, presque. Merci Bruno pour cet éclairage. En fait, on a quand même créé l'agence, une vraie structure, hein, une société, tout ça, tout ça. On a mis en commun nos clients, community management, mais effectivement, on avait quand même nos activités indépendantes à côté. On pouvait quand même continuer à faire des formations pour moi et Bruno faire de la prise de son ou d'autres choses pour d'autres projets. Donc finalement, ça nous laissait une petite porte de sortie, mais on mettait quand même en commun, dans le même panier, beaucoup de choses. Après, c'est sûr que certains diront, mais il faut apprendre à se connaître avant, faut bien vérifier les complémentarités techniques, nanana. Non, clairement, nous, on l'a pas fait, hein, ça, je le reconnais. On n'a pas été des bons élèves, mais j'ai envie de dire, heureusement, on s'est découvert sur le tas et on a découvert nos complémentarités aussi bien techniques que même personnelles, soft skills, etc., qui étaient hyper utiles après dans le quotidien d'une boîte. Mais ça, on a eu un coup de bol quand même, enfin, il faut clairement le dire, Hmm. de vérifier, de se rendre compte que genre, hé, mais en fait, toi, t'aimes bien ça, mais ça tombe bien, moi, je suis pas un grand fan de ça. Ou alors, ah, toi, t'es plutôt comme ça, mais ça tombe bien parce que moi, je suis un petit peu différent. Et ce qui a fait qu'au fur et à mesure, on a avancé, on n'a jamais eu de prise de bec. On a eu des moments, effectivement, où on s'est dit, ben, toi, tu dis A, moi, je dis B. Mais en fait, finalement, on s'est dit, bon, ben, c'est plutôt ton domaine, donc on va suivre, on va aller sur le plan B et on verra bien. Mais si on se trompe, ben, on se trompe tous les deux. Et tu vois, tu dis c'était un peu un coup de bol, mais je le perçois un peu autrement là quand vous le décrivez, c'est que j'ai aussi l'impression que vous vous êtes aussi écouté dans le sens où vous vous êtes laissé la flexibilité de se dire, bah tiens, on va peut-être virer un petit peu à droite, virer un petit peu à gauche pour faire en sorte que ce projet aussi vous ressemble. Et oui, évidemment, il y a un fit humain. Je pense que bah là, ça marche ou ça marche pas, et t'as- tu peux malheureusement parfois ne pas avoir la main dessus. Mais en tout cas, moi, ce que je perçois aussi, c'est se laisser, tu vois, le choix de se dire, bah tiens, bah, on a des envies qui vont à droite, on va à droite. Et d'ailleurs, tu viens de le dire, hein, on avait plan A, plan B. Donc, et je pense que ça, c'est un bon enseignement, c'est aussi un apprentissage intéressant. Bah, en fait, pour compléter, en fait, effectivement, on a eu aussi, je pense, cette envie, cette capacité au quotidien à écouter et avoir envie d'apprendre de l'autre. Donc ça nous a permis d'apprendre au quotidien des choses sur lesquelles on était peut-être moins bon, de pouvoir s'améliorer parce que on passait notre vie ensemble du matin au soir et on s'échangeait les bons enseignements de tout ce que l'on apprenait dans les expériences entrepreneuriales du quotidien. Du coup. Ouais, et juste aussi, comme on a créé cette boîte ensemble, on n'avait jamais créé de boîte avant, à part être indépendant. Donc en fait, on est parti aussi sur un pied d'égalité. On avait le même Mm. niveau de maturité d'entrepreneurial, c'est-à-dire quand même assez nul. Donc en fait, si on est humble tous les deux, et bien on avance ensemble. On apprend tous Mm. les deux des erreurs, des succès, des échecs. Mais du coup, on était un peu main dans la main. Allez, c'est parti, on y va, on n'a pas le choix. Et puis on apprend à se découvrir un peu au fur et à mesure de la route. Que du love, Clément. C'est ça, c'est ce que je vois, ouais. Moi, ça soulève une question parce que tu disais, Thomas, que tu étais indépendant et que tu recherchais, toi, tu as dit à mettre plusieurs cerveaux autour de la table au service des clients. On voit que dans les formations que tu donnais, tu étais amené à rencontrer beaucoup de monde qui travaillait dans cet univers-là du community management. Du coup, la question qui me vient à l'esprit, c'est avant que vous vous rencontrez avec Bruno, est-ce que tu as eu d'autres personnes avec qui tu as essayé peut-être de t'associer ou alors de travailler ensemble et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu des expériences avant Bruno? J'espère que Pas. non. Attention à ta réponse, mec, franchement. J'étais, j'étais encore tout frais quand Bruno, tu m'as rencontré. Non, mais en fait, alors c'est sûr que faire animer des formations, former des futurs community managers ou tous ces gens-là, finalement, peut-être qu'indirectement et inconsciemment, j'ai sourcé un potentiel associé lors de ces différentes sessions, parce que j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Et clairement, Bruno, bah oui, il sortait du lot aussi par son enthousiasme, son envie Et d'apprendre, voilà. Et sa beauté. mais j'ai pas monté de projet avant entrepreneurial, promis.
Après, il y avait les projets associatifs, social media réunion, d'autres choses qui m'ont permis aussi de travailler en équipe avec d'autres personnes, monter des choses en créant des statuts et tout et tout. Mais c'était plus un espèce de feeling de se dire, allez, là, c'est le bon moment. Ok. En plus, il y avait des gros clients qui arrivaient, qui toquaient à la porte et que je ne pouvais pas encaisser en tant que freelance. Il y avait des plafonds. Et donc, je me suis dit, bon, avec qui je pourrais le faire? Et, euh, et en gros, j'ai regardé la table d'à côté, je fais, bah, Bruno, non, ouais, il y a clairement un truc là. J'étais la table d'à côté. Il était clairement à la table d'à côté. Ok, super. Mais marié au premier regard, c'est ça qu'on retiendra quand même. Ouais, tu peux le dire. Non, en fait, ce qui Euh, se passe dans cet espace de coworking, c'est que au quotidien, en fait, moi, j'allais le voir, j'avais un peu moins de maturité sur la partie digitale, et je lui demandais, mais dans le CM, dans le community management, du coup, ça, tu factures comment? Ça, tu fais comment? Et donc, de toute sa générosité, Thomas, à chaque fois, il me balançait les informations pour que je puisse mieux comprendre au quotidien comment accompagner mes clients. Et sur la partie contenu aussi, il pouvait me poser des questions des fois sur comment est-ce que je peux créer un contenu simple pour tel client. Et donc, on n'hésitait pas dès le début à être assez généreux l'un et l'autre pour avancer ensemble. donc cool. Sur, sur l'agence, là, du coup, ce que je comprends, c'est que vous n'aviez pas eu de problème à trouver des clients. En tout cas, ça, c'est un sujet, ce que je comprends, c'est vous aviez déjà des clients et c'est limite ça qui vous a poussé à vous poser la question de comment on peut délivrer plus. J'en parle parce que je sais que, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont aujourd'hui, qui se lancent dans votre domaine et qui sont dans cette thématique de comment on va avoir des clients. Et ce que je comprends, c'est que vous n'aviez pas eu de soucis par rapport à ça. Mais si vous pouviez peut-être leur donner un conseil aux personnes qui se lancent aujourd'hui en 2023, ça serait lequel? Alors nous, à l'époque, c'était pas le même marché, c'était pas le même écosystème. C'est qu'en gros, à l'époque, le digital, en tout cas l'accompagnement des entreprises sur le digital et les réseaux sociaux était en plein boom. Donc l'idée, c'était plutôt d'essayer de se bien se positionner et d'avoir une offre assez claire. Mais globalement, la plupart des entreprises commençaient à comprendre qu'il fallait aller sur le digital pour trouver des clients, travailler sa notoriété et atteindre ses objectifs business. Donc, c'était peut-être un peu plus facile à l'époque. Aujourd'hui, on le sait, on est plus dans un océan rouge, un peu côté accompagnement d'agences digitales, de freelance, de CM indépendants, etc. Donc, le contexte n'est plus le même, mais et voilà, déjà, le constat de l'environnement est très différent. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, à l'époque, donc on parle d'un temps révolu il y a très longtemps, mais effectivement, les entreprises se disaient, OK, comment je dois me lancer? Ça, c'était un peu ça le truc. Et donc, nous, on les accompagnait à se lancer, à mettre en place les choses. Donc, il y avait, la difficulté, c'était qu'il fallait quand même valoriser le retour sur investissement de certaines pratiques, mais globalement, on n'était pas beaucoup sur le territoire à le faire proprement. Euh, Maintenant, la question n'est plus de comment je dois faire pour me lancer, c'est plutôt comment je dois améliorer ce que je fais. Et clairement, il y a plein d'acteurs qui le proposent, plus ou moins bien, à des tarifs qui sont avec une fourchette très très large. Donc, pour se lancer, il faut avoir un élément différenciant fort. Quand tu te lances et que tu as 50 ou 100 concurrents sur l'île qui font ce genre de prestations, bah, en gros, c'est pourquoi les clients vont te choisir toi et pas un autre. Donc, c'est soit une différence au niveau vertical métier. Tu es spécialisé dans la restauration, ou dans les hôtels, dans le tourisme ou dans un truc, ou tu es spécialisé sur des techniques. Mais ça, après, il faut savoir que les techniques, elles évoluent. Donc, ça, c'est un peu difficile. En tout cas, il ne faut pas se spécialiser sur les prix, parce que ça, c'est quand même très, très, très court terme de dire je suis le moins cher. Parce qu'il y aura toujours un mec qui va dire eh ben, moi, maintenant, je suis le moins cher. Donc, ton argumentaire, il tombe. Et puis, c'est pas très bon hein, à terme. Donc, clairement, pour se lancer maintenant et trouver les premiers clients, il faut trouver un bon élément différenciant. Se dire, OK, en une phrase, qu'est-ce qui fait qu'ils vont vous choisir vous et pas un autre? Et après, trouver effectivement son premier client. Voilà, faut y aller, retrousser les manches, aller dans des réseaux, contacter, discuter avec des gens, comprendre leurs problématiques réelles pour voir si ce que tu proposes, ça y répond. C'est clair.
Merci pour ces premiers conseils qui, je pense, vont aider déjà pas mal de monde. Et je reviens d'ailleurs sur ce sujet du pricing. Franck le sait, moi je suis d'ailleurs plutôt un adepte de mettre les prix plus haut et donner plus de valeur que mettre les prix plus bas. Et je pense que c'est une formule qui fonctionne effectivement. Et tout le sujet, c'est de se dire bah, comment tu crées plus de valeur par rapport à quelqu'un d'autre. Euh, je reprends un peu le fil là, du développement de l'agence. On disait en off, vous êtes monté à un moment donné jusqu'à 15 salariés. Je voudrais revenir sur ce moment du premier recrutement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de recruter une première personne? Comment vous l'avez fait? Et quels sont les enseignements que vous tirez de ces premiers recrutements et de manière plus globale d'avoir une équipe assez grosse au sein d'une agence? Alors, ça fait beaucoup de questions, mais je les redirai si jamais s'il y a besoin. Ouais, j'ai Vas-y, un vas-y. premier élément de réponse déjà, en fait, c'est que déjà dans cette phase de développement, il peut y avoir différentes visions de l'entreprise de la part des associés. Il peut y avoir un associé qui est plutôt à se dire on est dans un modèle où on est plutôt à externaliser des prestations et on reste sur un développement et une ambition plutôt raisonnée. Et il y a aussi la vision de se dire que non, on vise un modèle plutôt type agence où on peut avoir un seuil de rentabilité qui sera aux alentours de 10-15 salariés. Voilà, donc déjà à ce moment-là, on a commencé à échanger sur quelle était notre vision un peu du business et de ce que l'on voulait au quotidien. Et vous, c'était quoi votre positionnement? On savait pas, du coup. Clairement, c'est ça, c'est ce que j'allais répondre. On savait pas. Quand on a créé l'agence, on s'était dit d'ailleurs, oh, on va pas faire une agence. Les agences, oh, c'est un peu les méchants, c'est ceux qui facturent trop cher pour pas grand-chose. Non, nous, on est efficace, on est punchy, on avance, on fait de la prestation vraiment, on délivre. Agile. Agile. Bon, on n'avait jamais bossé en agence, on n'avait jamais monté de boîte, donc on savait pas ce que ça voulait dire en fait finalement, être une agence. Et puis finalement, bah, en faisant le chemin, on s'est rendu compte que ben non, on est une agence. Et puis après, on a commencé à se dire, ok, on est une agence en fait finalement, mais différente. Après l'histoire de l'ambition et des recrutements, donc là, il y a plein de sujets, plein de questions. Si j'en prends la toute première, c'était le premier recrutement, je crois. Comment ça s'est passé un petit peu? Effectivement, ben, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de clients, pas mal de choses à gérer. Et on s'est dit, allez, on a envie d'étoffer un peu l'équipe, de construire quelque chose, de donner la chance à quelqu'un de rejoindre un peu la bande, même si notre culture n'était pas du tout établie, même si on n'avait pas de bureau encore, on était à l'espace de coworking. On s'est dit, allez, c'est parti, recrutement. On ne savait pas quoi faire, on n'avait jamais recruté personne, on n'avait jamais mis d'offre d'emploi en ligne. Donc on a lancé tout ça, on a eu des candidatures, et c'est là vraiment presque, on s'est dit, mais en fait, comment on gère un recrutement? On ne sait pas. Tu tapes sur Google, tu regardes des tutos presque, tu fais, ok, bon, on va faire comme ça. Bon, depuis, on en a fait passer des recrutements, hein, parce qu'on a eu quasiment 40 personnes qui sont passées par l'agence en tout. Donc, des recrutements, on a dû en faire une bonne centaine, en tout cas des entretiens, on va dire plutôt. Donc, on s'est amélioré avec le temps, clairement. Sur le process, à la fin, c'était quand même beaucoup plus chiadé, avec des vraies étapes, des validations, des choses, du suivi. Mais au début, c'était complètement à l'intuition, comme à l'image de notre le début de la boîte. C'est-à-dire, on verra bien, on fait, on verra, on fait, on verra. Ça reste à chaque fois un nouveau challenge. Et comme on est plutôt de nature à avancer, quitte à se tromper un petit peu, ben on y va, quoi. Et donc, le premier recrutement, c'était Marie, qu'on a recruté comme community manager, donc pour nous aider sur le parti opérationnel. Donc, elle n'avait jamais été, elle avait été formée également, ça faisait partie de mes élèves. C'était une amie aussi, et ça, c'est toujours une très bonne amie. Marie Ranto, si tu nous écoutes, on t'envoie des bisous. Euh, et donc, bah, c'était vraiment sur la partie opérationnelle. Donc, a posteriori, on pourrait se demander, tiens, quel est le bon premier recrutement pour une agence quand on grandit? Et effectivement, après coup, on se dit, même si Marie, on l'adore et c'était trop bien, on se dit finalement, peut-être que le premier recrutement n'aurait pas été une personne opérationnelle comme ça, mais plutôt un chef de projet pour pouvoir encaisser plus de trucs. Mais après, c'est ce fameux modèle de taille d'agence qui est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire à terme, quelle est la structure, l'organigramme cible de l'agence qu'il nous faut? Et donc, quelle est l'ambition?
Et quel est l'objectif? Est-ce que je suis plutôt à créer de l'emploi, clairement c'est un des objectifs, ou je suis plutôt à avoir un objectif plutôt de rentabilité de la structure parce que j'ai besoin de cash ou de trucs. Et là, forcément, les choix que l'on fait au quotidien ne sont pas les mêmes dans le développement. C'est ça. Et donc, du coup, dans notre histoire, il y a deux histoires. Il y a l'histoire qu'on a réellement vécue, qu'on a fait un petit peu avec les moyens du bord, au fur et à mesure, en regardant devant nos pieds, et l'histoire qu'on pourrait réécrire a posteriori en se disant, si demain je dois refaire une agence, je la ferai comme ci, comme ça. Et typiquement, sur ce sujet du recrutement, vous disiez qu'à la fin, vous étiez plus sharp qu'au début sur ce process-là. Est-ce que vous pouvez nous en partager un petit bout, quelques éléments? Ok, plus sharp, effectivement. On avait un process plus rodé. On avait différentes étapes. Donc, quand on recevait les candidatures, on avait un premier entretien qui ne parlait pas du tout du poste. Un premier entretien, c'était Bruno ou moi. Souvent, on était quand même assez. On pouvait s'échanger à ce moment-là. Mais il y avait un tout premier call de 10-15 minutes juste pour pouvoir caler la réunion. Souvent, c'était Bruno qui le faisait. Mais ça permettait de filtrer un tout petit peu déjà des profils. Ensuite, il y avait un vrai premier entretien qui était plutôt sur le fit avec la culture de l'agence, où on posait pas mal de questions un peu ouvertes pour comprendre un peu est-ce que la personne avait le bon état d'esprit pour venir chez du simple au double. Et une fois qu'on avait assemblé pas mal d'éléments, donc on posait vraiment des questions assez concrètes sur l'état d'esprit, sur la curiosité, sur l'ambition, sur des choses comme ça. Sur les valeurs. Voilà. En gros, c'était des questions qui étaient en lien avec nos valeurs. Des questions concrètes qui étaient en lien avec nos valeurs. Et en fonction de la discussion, de l'échange, on se disait, OK, ça vaut le coup à passer à l'étape 2. L'étape 2, c'était un entretien beaucoup plus sur le métier, plus technique. Non pas pour de juger les compétences techniques de la personne, mais pour voir où la personne en était, pour savoir quel type de formation complémentaire il lui faudrait pour pouvoir être opérationnel sur le poste. Donc après, on faisait entretien technique un petit peu pour parler du poste, comprendre, OK, cette mission-là, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu l'as déjà fait? Si oui, comment, etc. Ça, c'était le deuxième entretien. Et ensuite, il y avait potentiellement, donc là, on shortlistait deux, trois personnes. Et après, il y avait un exercice cas pratique. Donc, si c'était par exemple pour un content manager, on faisait un exercice de réécriture d'articles de blog, d'audit de contenu, etc., pour voir si la personne un peu avait les bons réflexes. Non pas la bonne réponse, mais au moins le bon réflexe. Et à l'issue de ça, eh ben oui, go ou pas. Et parallèlement à ça aussi, ce qu'on faisait, ce qu'on ne faisait pas au début, on n'hésitait pas aussi à demander aux postulants des contacts d'anciens employeurs pour vraiment avoir un retour, un témoignage d'un ancien employeur. Simplement parce que c'est hyper important et ça permet de valider que la personne en poste est opérationnelle et responsable et qu'il n'y a pas de mauvaise surprise non plus, quoi. Ça complète Ouais. un peu le circuit de recrutement. Globalement, le recrutement et les ressources humaines, c'est clé, c'est essentiel. C'est le point essentiel dans la vie de l'agence. On a toujours fait un peu l'intuition au début, en se disant, ouais, t'as l'air sympa, viens dans la famille, hop, 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 on construit comme ça. Et puis, au fur et à mesure, on s'est dit, ouais, donc quand même, faut faire gaffe. Euh, Tout le monde n'est pas fait pour être dans l'agence. Et c'est là où on a commencé à mettre des process un peu plus chiadés, un peu plus costauds pour filtrer, être sûr. Alors, c'est pas parce que tu mets des process filtrants forts que tout va être parfait, mais au moins ça a optimisé les chances d'avoir des bonnes personnes. Parce que c'est On se fait- clairement ouais. voilà, la clé de voûte de l'agence, c'est les personnes qui la composent. On faisait aussi à la fin un passage pour rencontrer les équipes sur place, un déjeuner, un café, histoire que le fit donc ressenti de la part des dirigeants soit bon, mais aussi de la part des équipes, parce que cette nouvelle recrue, potentiellement au quotidien, travaillera avec les équipes. Donc, hyper Ouais, important que les équipes valident aussi la nouvelle recrue. c'est ça, la phase d'immersion, souvent dans la phase de l'exercice, quand c'était possible, effectivement, physiquement, mais que l'exercice se fasse en immersion dans la villa du simple au double. Ça permet de voir un petit peu tout le monde. Et puis à la fin, quand la personne part, on demande aux équipes, alors, hein? Et ils donnent tous leur avis. Et donc tu fais, OK, si tu as un petit feeling un peu sympa, ça coche les bonnes cases.
Et pour compléter aussi, sur des postes un petit peu clés type consultant, chef de projet, on n'hésitait pas à, à mettre en relation des chefs de projet, consultants en poste avec ces personnes qui candidatent pour pouvoir valider encore une fois, cacheter le fait que le postulant ait les capacités à s'intégrer dans l'équipe technique et humaine. On sent qu'il y a un gros focus qui est fait sur le côté relationnel, création d'équipe, être sûr que tout ça va bien fonctionner. Vous avez dit aussi qu'il y a le troisième entretien, si j'ai bien retenu, qui est plus orienté métier. Je me posais la question parce que vous disiez que voilà, vous faites passer un entretien et vous vérifiez que la personne a les bons réflexes, etc. En tant qu'agence, est-ce que vous avez été amené à recruter des personnes sur des sujets que vous maîtrisez pas du tout? Et donc, non seulement vous recrutez une nouvelle personne, mais vous recrutez aussi un nouveau savoir, une nouvelle compétence au sein de l'agence sur laquelle peut-être vous n'avez pas énormément de recul ou que vous-même vous devez apprendre. Donc, est-ce que c'est arrivé? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour jauger en fait, jauger le niveau technique d'une personne sur une compétence que nous on a du mal à maîtriser ou qu'on ne connaît pas du tout? Très bonne question. Alors, ça n'est pas arrivé. On a eu cette chance-là, mais c'est un cas qui peut rapidement arriver. Il me semble pas, tu vois? Non? Bah, à la limite, on pourrait dire, quand on a internalisé la partie développement de site web, avec Bruno, on n'est pas des développeurs, donc on ne sait pas juger un code. En revanche, dans les types de prestations qu'on faisait, il n'y avait pas besoin de savoir d'être un pur en code, même s'il y a des moments où il fallait intégrer des bouts, des choses comme ça. Donc, on ne pouvait pas juger techniquement de la personne. Donc, nous, on jugeait un peu euh, l'ergonomie, le graphisme, les choses comme ça, L'approche. voilà, avec les moyens du bord. Mais globalement, sinon, la plupart des métiers, on savait plus ou moins les faire, hein. Enfin, c'est ça Ok. qui est aussi important, c'est-à-dire que on devait pouvoir être en renfort de chacune des personnes si besoin. Encore une fois, Thomas sur certaines expertises et moi sur d'autres expertises. Parce que, en fait, dans le digital, on le sait tous, les domaines sont illimités presque. Donc, l'idée, c'est de couvrir le champ le plus large possible des expertises de l'agence. Ça me fait, je prends la balle au rebond, c'est une question que je me posais. Donc, on a dit, il y a eu un peu ce pic d'activité de l'agence où vous étiez jusqu'à 15, euh, 15 salariés dans l'équipe. Début Je me, 2022, d'ailleurs. ok, je me posais la question, quand vous êtes à ce pic d'activité, les projets qui arrivent, ça concerne quoi? Est-ce que finalement, on a 80% d'activité, c'est 20% de compétences euh, et les autres, c'est plus anecdotique, ou est-ce que c'est vraiment varié? Et puis, un peu la durée de vie d'un projet entre le moment où le client arrive avec un besoin, le moment où c'est livré. Enfin, un peu rentrer un peu dans les coulisses de l'activité de l'agence. Alors, globalement, il y avait deux types de projets qu'on faisait. Les projets récurrents, donc les clients qu'on accompagnait sur, par exemple, du community management mensuel ou d'autres choses, des fois très, très gros, mais globalement, Mhm, c'était des prestations mensuelles qu'on reproduisait mois par mois. Donc, les clients, on les accompagnait sur plusieurs années. Donc, il y a une mhm. durée de vie des clients qui était assez longue. Après, il y avait aussi des projets ponctuels. Faire un site web, faire une strat, faire un truc, là, ça pouvait durer de quelques semaines à quelques mois. On a toujours favorisé les projets récurrents à l'agence parce que c'était le modèle en 2016 qu'on voulait un peu imposer, qui était assez novateur d'ailleurs, parce que la plupart des agences faisaient plutôt des sous forme de projets. Mais nous, on s'est dit non, Campagne. non, non, c'est quand même vachement bien de faire de la récurrence d'un point de vue comptabilité, trésor, anticipation, etc. Et puis, il y avait tout un modèle de on travaillait sur le long terme avec les clients. On apprenait à se connaître, à s'améliorer au fur et à mesure. Et c'était inspiré aussi beaucoup des agences inbound avec notre partenariat HubSpot qu'on a eu depuis le départ. C'était vraiment des méthodologies qui étaient préconisées à ce moment-là d'ailleurs. Mais on avait toujours des projets ponctuels. C'était un peu du 80-20. Et au fur et à mesure de la vie de l'agence, les projets ponctuels prenaient un petit peu plus de part. Ça commençait à monter dans le pourcentage. Et au pic d'activité, comme tu dis, ou en tout cas au pic de personnes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu une grande bascule, un grand changement qu'on a décidé nous-mêmes.
pour plein de raisons. Donc, on a décidé de prendre un virage un petit peu différent, de se dire, en fait, la récurrence, c'est bien, c'est rassurant, mais ça peut être un peu plan-plan. En fait, on peut rentrer dans une forme d'habitude, de routine, comme dans toute relation. De l'habitude naît l'ennui, mais surtout, en fait, on rentre dans un cycle d'amélioration continue par petites touches, mais non pas de vraie rupture de prestation. Et on se rendait compte qu'on avait besoin de se donner un petit coup de pied au cul mutuel, parfois avec certains clients, et on n'y arrivait pas dans ce modèle-là. Donc, on s'est dit, OK, et si on changeait, et si on repassait beaucoup plus sur un mode projet, c'est-à-dire qu'on casse nos prestations récurrentes, et on travaille sur des projets de 4, 6 mois, on identifie les grandes problématiques, qui restent les mêmes métiers, hein, mais beaucoup plus se travailler sur, on fait un premier cycle, on fait les choses, on voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et au prochain cycle, on fera peut-être autre chose, mais ça reste des cycles différents. Et donc là, bah, c'était le début d'une grande aventure, d'un grand virage. Et puis du coup, on s'est rendu compte aussi, mais en fait, finalement, de quel talent on a besoin en interne dans ce nouveau modèle. Et c'est pour ça que finalement, l'équipe a baissé un petit peu, parce qu'on s'est dit que finalement, pour faire un projet ponctuel, on a besoin d'une expertise forte sur un domaine technique ou autre. Et donc finalement, qui est le plus fort? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en agence tout le temps, qui le fait un peu, mais avec d'autres choses, ou c'est un freelance qui le fait depuis des années et qui est juste un master du domaine? Bon, dit comme ça, la réponse est vite répondue Orienté. et complètement orientée. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va commencer à faire de plus en plus appel à des partenaires freelance. Réunion, métropole, ailleurs, mais genre les meilleurs du domaine. Et donc, on est monté en gamme dans les prestations en externalisant une partie de certaines compétences, mais en gardant dans le cœur de la machine notre méthode, notre gestion de projet, avec des compétences quand même ponctuelles, spécifiques, qu'on avait toujours dans l'agence. Et donc, c'est pour ça que ça commençait à réduire un peu la voilure en termes de personnes. Mhm. Et les projets, la typologie a complètement changé. Ok. L'approche globale de l'agence a complètement changé. Plutôt des chefs de projet type consultant en interne et toutes les expertises externes, le paid, le community management, l'implémentation des CRM, le branding, toutes ces expertises qu'on aurait pendant un moment voulu internaliser, à se dire non, mais nous, on fait beaucoup de choses et on a toujours été avec Thomas dans une démarche à plutôt vouloir internaliser, créer de l'emploi, mettre les gens en CDI. Et on s'est rendu compte que bah, en fait, c'est pas forcément le meilleur modèle au quotidien dans la rentabilité, dans l'agilité. Et donc, on s'est dit non, en fait, en échangeant beaucoup avec des agences de métropole, on s'est rendu compte qu'il y avait une tendance du marché global à se dire que il y a des chefs de projet en interne et avec quelques expertises qui montrent aussi l'ADN de la boîte. Nous, ça aurait pu être le content, par exemple, la partie contenu au sens large. Et je travaille avec un pool d'experts qui sont les meilleurs dans leur domaine. Donc tout ça pour pouvoir avoir une expérience client euh, sublimée, du coup. Ok. Je vois que vous avez un peu le même discours, Thomas et Bruno. Du coup, vous avez employé le mot virage, donc c'est quand même assez fort. Donc ce virage-là, quand il est fait au sein de l'agence, est-ce que vous êtes tous les deux en phase dessus? Est-ce que c'est un qui ressent ce besoin et qui amène l'autre avec lui, ou est-ce que c'est un peu un déclic qui arrive peut-être de manière un peu simultanée? Alors globalement, sur ces phases stratégiques, c'est plutôt souvent Thomas qui a l'initiative parce qu'il est toujours à essayer de rechercher l'optimisation du modèle, l'orientation stratégique de la boîte, l'optimisation de la rentabilité de la structure qui a toujours été depuis le début à travailler. Et Thomas, en plus, il a toujours été plus en échange avec des agences ou des entreprises au national qui ont de l'expérience, Ok. qui savent un peu comment prendre certains virages ou comment prendre certaines décisions. Et donc, souvent, ils prenaient la température avec l'extérieur et après, en interne, on échangeait ensemble, puis avec l'équipe, du coup. C'est plutôt ça le schéma. Ouais, c'est ça. C'est plus de l'input d'ailleurs, discuter avec d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires ou qui sont des fois avec un peu en avance de phase sur ce genre de problématique. Mais après, avec Bruno, on échangeait, et on continue d'ailleurs, hein, quotidiennement, tout le temps. C'est-à-dire que si on n'était pas dans le bureau à côté à discuter,
Si on était l'un était en rendez-vous dans la journée, ben, le soir, on s'appelait, aux grandes dames de nos compagnies respectives. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à discuter tellement, on avait cet effet miroir qui faisait qu'à la fin, on ne savait plus qui, de toute façon, avait initié l'idée, mais globalement, on était d'accord. On arrivait à se convaincre, à se parler, se dire, mais oui, clairement. Et puis, on était tellement convaincus du truc, on se dit, mais c'est bon, on y va. Trop Après le parfois. virage, Trop parfois, à se convaincre trop mutuellement parfois. de certaines choses, qui Ouais, fait que certaines décisions prises ont été peut-être faites trop hâtivement. Et voilà, bon, parenthèse. c'est ça. Mais juste pour reparler de ce virage, après, quand on dit virage, c'est un peu rapide. Effectivement, on a été un peu trop brusque dans le coup de volant. Mais globalement, ça s'est fait en plusieurs mois. C'est quand on a dit, allez, on va arrêter de faire ci, on va faire ça. Ben, en gros, c'est on se donne 6 mois, on va le préparer avec toute l'équipe. Mais l'objectif, c'est que en septembre, on n'ait plus de prestations récurrentes, on soit sur ce nouveau modèle. Donc, Ok. le temps de faire tout le changement de chacun des clients, chacun des contrats, les postes, les process, les outils, enfin, ça implique énormément de choses dans le quotidien de la boîte. C'est pas en un claquement de doigts qu'on y arrive non plus. Ça, c'était quand, ça, Thomas? On va dire début 2022, février, mars à peu près, qu'on s'est dit, allez, on va le faire. Et puis, on a commencé vraiment à se dire, bon, ça va être quoi la direction en avril? Et on s'est dit, allez, au retour de juillet-août, là, septembre, l'objectif, c'est qu'on soit vraiment sur ce nouveau modèle. Et justement, sur ce pivot-là, quand tu annonçais la décision d'arrêter l'agence du simple au double dans ton post LinkedIn, tu parlais justement de ce pivot que vous aviez souhaité faire et que ça n'avait pas forcément pris comme vous le souhaitiez. Est-ce que tu peux revenir sur finalement, enfin, est-ce que vous pouvez revenir sur les raisons, pardon, qui ont fait que vous avez décidé d'arrêter l'agence? Parce que j'ai quand même l'impression, là, dans nos discussions, que vous étiez sur vraiment une pente ascendante et que tout allait pour le mieux. Et je pense que d'ailleurs, cette annonce de l'arrêt de l'agence, et moi le premier, hein, un peu surpris parce qu'on vous voyait lancer des projets, être dans une vraie dynamique et on commençait aussi à voir l'impact que vous aviez sur l'écosystème entrepreneurial à La Réunion. Et donc, c'est vrai que ça a été assez surprenant. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur voilà, qu'est-ce qui a fait que, et est-ce que c'est uniquement le pivot ou est-ce que c'est d'autres choses? En gros, le pivot a donné un nouveau paradigme dans l'agence, qui du coup avait des conséquences et des obligations un peu. C'est-à-dire que bah, faire de plus en plus appel à des prestataires externes, des freelances, eh ben, tu vas baisser tes marges. Donc, naturellement, ça va être plus coûteux comme modèle. Donc, du coup, en contrepartie, il faut engranger plus de projets ou les vendre plus cher. Donc, tu as quand même un changement aussi commercial et un travail sur la rentabilité. Il faut être assez vigilant sur ça. Bon, on le sentait, on s'en doutait, mais c'était comme ça. Donc, il fallait booster plus le commercial pour engranger plus de projets et être vigilant sur le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui sort, l'argent qui rentre. Donc ça, c'était un peu des points de vigilance de dire attention, petite alerte. C'est un peu comme ouais, quand tu prends un virage en voiture et tu commences à voir des petits signaux rouges là qui clignotent. Tu as marqué service sur la voiture, tu fais bon, je verrai ça plus tard. Sauf que voilà, donc il y a eu ça, ok, soit. On savait ce qui nous attendait. Mais en parallèle, bah, il y a eu d'autres facteurs qui sont arrivés un petit peu. Donc globalement, on a toujours eu une croissance, mais une croissance très fragile. Parce que dès qu'on avait en gros du bénéfice, on le réinvestissait indirectement dans l'agence. On recrutait des gens, on investissait, etc. On n'a jamais été de nature économe, à faire un vrai matelas pour anticiper les coups durs, etc. Donc c'est sûr que bah, quand tu n'as pas de protection et qu'il y a des grosses vagues, ah ben, tu bois la tasse un petit peu. Et tu peux même couler à la fin. Voilà, pour filer la métaphore. Et clairement, ben voilà, on a commencé à avoir des petites vagues. On s'est dit, oula, oula, ça remue un petit peu quand même, mais on tient bon. En plus, on était vraiment motivés sur ce nouveau projet. On a remis à plat tous nos outils, on a tout basculé, par exemple, pour ceux qui connaissent bien, sur Notion en interne. Donc vraiment, on avait arrêté sur nos différents outils, on avait construit, Big Up Clément chez nous, euh, on avait construit toute notre base de données, notre gestion de projet dessus, etc. Donc, on a fait plein
plein de choses. Donc, on s'est dit, waouh, on sent qu'on est en train de construire un nouveau modèle d'agence qui est vraiment foufou. Mais en même temps, on voyait le niveau de l'eau qui montait. Et puis, il y a eu des petits coups durs, comment dire, des mauvais choix, notamment dans le recrutement, qui ont entraîné ben, des petits problèmes sur certains clients qu'on n'a pas pu facturer réellement, où il a fallu retrousser les manches, avancer, faire les choses. Et ça, c'est un peu notre rôle de toute façon avec Bruno, de se dire, quand je disais en préambule, on est un peu les derniers remparts de l'agence, ben, clairement, c'est notre rôle. On est devant et derrière, c'est-à-dire que s'il y a un souci, ben, on se retrousse les manches et on fait le taf. Mais faire le taf impacte à terme le commercial. Donc, 2, 3, 4 mois après, ben, tu sens un petit peu l'impact qu'il y a eu sur le traitement des demandes entrantes ou autres. Donc, en fait, finalement, le niveau de l'eau montée, on se prend des coups durs, des choses comme ça, qui entraînent des difficultés. Et à un moment, il faut faire des choix. Faut faire des choix. On avait des difficultés, on avait des impossibilités dans notre modèle à bouger trop, des rigidités, on va dire, dans les fiches de poste ou des choses comme ça. On s'est dit, en fait, là, on a des complications. Et c'est là où on s'est dit que finalement, notre modèle, notre virage qu'on était en train de prendre, il était très bien, mais il était dimensionné de manière un petit peu grosse pour la Réunion. On s'est rendu compte qu'on avait un modèle d'agence où on était avec un niveau d'expertise et une technicité et une verticalité, ou en tout cas trop important, et on était trop gros pour le territoire. Et il aurait fallu qu'on attaque des marchés comme la métropole ou autre pour pouvoir vraiment valoriser toutes nos compétences. Donc là, on avait un modèle qui finalement devenait un petit peu très compliqué à gérer au quotidien. Et en fait, bah, finalement, la meilleure solution qui restait à faire, bah, c'était de décider la fermeture de l'agence, compte tenu un petit peu de tout ça, pour pouvoir avancer. D'ailleurs, pour compléter un petit peu, parce que sans rentrer trop dans le détail, quand on parle de difficulté, elle a été à plusieurs niveaux aussi en 2022. On a eu effectivement des problèmes de recrutement parce que on n'a pas été assez bon, on n'a pas validé chacune des étapes. Il y a eu des problèmes aussi au sein de l'organisation, au sein des collaborateurs, des collaboratrices. Il y a eu une phase un peu post-Covid où effectivement on a accéléré un petit peu, on a changé de modèle. Toutes les personnes ne sont pas en phase avec le changement au sens général, hein, dans la vie, dans l'entreprise. Et ça a amené forcément des problèmes de staffing, donc des gens qui sont moins motivés, qui comprennent moins le changement. Sans entrer dans le détail, du coup, l'organisation, les gens qui travaillaient au sein de l'agence, il y a eu un moment de flottaison qui a fait que ça a accentué aussi un petit peu la productivité, la rentabilité de la structure. Au même moment, on a changé de comptable parce qu'en fait, on avait besoin de changer d'outils, donc d'accompagnement, ce qui engendre forcément des frais. On a eu pas mal de choses en même temps. Donc, on était assez dégoûtés parce que ce changement de modèle, tous les gens de l'équipe et les partenaires avec qui on travaillait au quotidien, même nos clients, voyaient l'impact positif qu'il allait y avoir à terme. Donc, hyper motivé, on lance des projets, on lance le Média Vision, on lance un baromètre, on lance une newsletter, on relance la machine, hyper motivé. Mais à côté de ça, tous ces petits problèmes qui arrivent d'un coup font que Thomas et moi, on est submergés par les tâches opérationnelles, stratégiques, clients à faire au quotidien. Et en fait, on n'arrive plus à gérer. On essaie de prioriser, mais malheureusement, tout ça fait que c'est hyper compliqué. Et à un moment, on se dit, fin de l'année, donc après tous ces mois un peu compliqués, donc de mai à novembre, on se dit, en fait, là, au vu de la rentabilité de la structure et de l'état financier, en fait, à un moment, et ça c'est un vrai sujet, de se dire quels sont les choix possibles, quels sont les choix d'accompagnement pour les entreprises qui sont en phase de difficulté. Et c'est là aussi, c'est un vrai sujet parce que nous, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller voir un avocat, il faut aller voir le tribunal, il faut se faire accompagner par des experts extérieurs. Je sais qu'il y a des entités syndicales ou autres, type MEDEF, CPME, qui, eux, ont des experts qui peuvent t'accompagner aussi potentiellement sur des sujets un peu touchy. Et donc voilà, donc là, on est rentré dans une phase en novembre, décembre, à se dire, OK, bon, bah, c'est trop compliqué au vu de l'état des lieux de la structure. Euh,
bah, on y va. On essaie de voir est-ce que c'est possible de fermer et dans quelles conditions. C'est ça. Et pour compléter, effectivement, tous ces problèmes, les uns à côté des autres, chacun des problèmes n'est pas euh, insurmontable. Je vais y arriver. Mais il y a un effet un peu d'effet de résonance, là. Ça, on rajoute de la phase un petit peu. Ça monte, ça prend, ça prend, ça prend. Et quand ils sont tous en même temps et tous bien avec une bonne résonance, une bonne fréquence, eh bien, ça fait péter un peu la dose. Et puis, la fin, c'est à l'image de notre début. C'est-à-dire que on n'avait jamais monté de boîte, on n'a jamais trop fermé de boîte dans ce genre de conditions. Donc, eh bien, en fait, on découvre tout aussi au quotidien. Mince, si on a des difficultés financières, à qui on s'adresse? Eh bien, on ne sait pas. Comme disait Bruno, on change de comptable. Bon, bah alors du coup, c'est qui? C'est le nouveau, c'est l'ancien, mais le nouveau, il connaît pas tout, etc. Mais en fait, c'est après coup, on savait qu'il y avait des organismes qui peuvent t'aider, t'accompagner, trouver des solutions, t'aider à y voir plus clair. Mais on a découvert toutes ces étapes en les faisant, encore une fois, tout au long du chemin. Et encore une fois, on a eu la chance dans ces étapes de clôture de boîte, encore une fois, d'être en phase avec Thomas. Enfin, on aurait pu à un moment se dire que il y en a un qui veut, qui pense que c'est encore possible et que donc là, on échange, on discute fin novembre à se dire quelles sont les possibilités et quels sont les bons choix à faire vraiment là dans cette période qui est très difficile du coup. C'est ça. Et en complément, le point de vigilance, en tout cas, vraiment le truc le plus important sur lequel on a pas mal bossé, c'est-à-dire, c'est le lien avec l'équipe. C'est que quand on a des difficultés, on a été globalement assez transparent toujours avec l'équipe. Euh, Durant toute la vie de l'agence, on a partagé les chiffres, on a fait des réunions régulières pour expliquer le chiffre d'affaires, les difficultés, ce qui va bien, etc. Et là, dans ces phases-là, on a accentué un petit peu les moments de discussion, d'échange. On se voyait tous les mercredis dans la réunion d'équipe hebdomadaire où on disait, OK, là c'est compliqué, il reste le scénario A, B, C. Et on avançait. Et le mercredi d'après, bon, là c'est galère, il reste plus que le A et le B. Et donc on en parlait pour que chacun puisse donner son avis, poser ses questions. Et puis à un moment, on a dit, bon, ben là, il reste plus que le scénario A. Bon, je sais pas si c'était la bonne lettre, mais en gros, ce scénario-là. Donc voilà, et voilà ce qui va se passer. On s'est renseigné, on va vous accompagner, mais on le fait ensemble. C'est-à-dire, on est main dans la main, on partage les infos, on communique, on discute. D'ailleurs, globalement, c'est allé assez vite, hein. Ça a pris quasiment 5-6 semaines entre le moment où on s'est dit, là, c'est très compliqué. Thomas, entre quatre yeux, tous les deux, on s'est dit, ça ne va pas, vraiment. Et le moment où, au final, on a clôturé la structure, donc fin décembre, ça a pris 5 semaines. Donc, on se devait chaque jour d'être réactif, d'être vigilant pour nous, pour nos familles, pour l'équipe, pour les partenaires, pour les clients, pour tout cet écosystème-là. Donc, on savait que chaque choix que l'on faisait avait un impact très fort sur l'écosystème, quoi. Il y a un truc que tu dis là, Bruno, et que tu avais aussi mentionné plusieurs fois au cours de notre échange, Thomas, c'est la relation avec l'équipe. Et vous avez dit à plusieurs reprises que ce qui est crucial, c'est vraiment le lien avec les gens. Vous avez parlé beaucoup, à un moment donné, tu as sorti le mot famille, Thomas. Euh, je voudrais qu'on revienne aussi sur cet aspect, sur cette culture de boîte que vous avez réussi à ancrer. Moi, j'étais absolument fasciné, et je le dis pas parce que vous êtes en face de moi, je le pense sincèrement, c'est que quand vous nous aviez invités dans le cadre du coworking avec Makers et qu'on était venu dans la villa, déjà, je trouvais ça assez ouf. La villa du Saint-Roseau, je trouve il y a vraiment du storytelling. Et on avait passé un super moment. Et en fait, je me suis dit, tiens, là, il y a un truc qui se passe parce que je pensais pas, tu vois, et c'est peut-être une croyance limitante de ma part, mais je pensais pas, tu vois, qu'à La Réunion, il y avait des boîtes où tu avais cet état d'esprit, ce sentiment-là d'appartenance un peu familiale, et je trouvais ça assez incroyable. La culture que vous avez réussi à mettre en place dans votre boîte, le sentiment que les employés avaient, tu vois, le sentiment de bien-être, ils avaient envie vraiment de venir au boulot tous les jours. Et moi, ce que je trouve encore incroyable aujourd'hui, c'est que je parle, moi, aujourd'hui, avec des gens qui bossaient avec vous à l'époque, enfin, qui étaient dans votre agence, et qui ont toujours cette attache, cette accroche de
On sent voilà, qu'il y a quand même un ADN à l'agence du simple au double. Du coup, ma question pour vous, c'est comment vous avez fait pour créer ce sentiment d'appartenance et cette culture d'entreprise qu'aujourd'hui toutes les boîtes cherchent à créer finalement, quoi. Pour commencer, juste après, je te laisserai compléter. Je pense que clairement, c'est de l'intuition. On n'avait pas de méthode au début quand on a créé la boîte de se dire il faut qu'on pose, comme maintenant toutes les startups disent, la culture c'est hyper important, t'as les valeurs, t'as la mission, la raison d'être, le truc, tout ça. Mais nous, pendant des années, on n'avait pas ça. On avait mis des mots pour les valeurs sur notre site parce qu'on savait que c'était bien, mais clairement, on ne les avait pas réfléchis plus que ça sur leur application concrète dans le quotidien. On n'avait pas la raison d'être, on n'avait pas tous ces trucs-là. Mais on voulait quand même que notre quotidien soit à l'image de ce qu'on avait envie que soit une boîte. Une phrase qui revenait souvent au départ, c'était on veut créer la boîte dans laquelle on aurait rêvé de bosser. Donc aussi bien sur les contraintes, les horaires, le truc, les outils, la transparence, les process. En fait, voilà, on l'a fait à notre image, hein, se parler beaucoup, être un peu sympa, aller boire des coups, faire des choses. Parce que vu qu'on n'avait jamais bossé dans des agences, donc on ne savait pas du tout quels étaient les process et les méthodes des autres agences, on avait, moi j'avais bossé un petit peu dans des boîtes à Paris, mais clairement c'était soit des trucs très grands, soit très petits. Mais globalement, j'ai pas de grands souvenirs forts d'attachement à des cultures de boîtes. Donc en fait, on a construit avec nos petits bras, notre intuition, notre bon sens. Et c'est au fur et à mesure de la vie de l'agence qu'on a posé des jalons un peu plus structurants sur la mission, la raison d'être, etc. Mais d'ailleurs, ce qui était assez drôle, hein, je trouvais, c'est que quand on a fait des ateliers, on en a fait plusieurs des ateliers, des réunions d'équipe pour dire, allez, on reconstruit un petit peu, on pose nos jalons de la vision, de les valeurs, il faut que ça soit concret. C'était sympa ces moments d'équipe, mais finalement, ça n'a jamais trop abouti sur un truc hyper fédérateur concret. En gros, c'était vraiment les membres de l'agence qui faisaient l'agence. Et c'était pas de dire que notre valeur, c'est l'innovation, parce que si, parce que ça. Non, parce qu'en fait, c'était vraiment intimement convaincu. Et en fait, c'était vraiment les premiers recrutements qui ont créé ce sentiment qui s'est propagé au fur et à mesure que les gens rentraient, ils intégraient un groupe. Et en fait, c'est ces valeurs-là, cette culture-là qu'on a continué d'instaurer un petit peu au sein de l'agence. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Après, la culture, c'est très bien, mais je pense qu'une des remarques que je fais aux dirigeants avec qui je parle en ce moment, c'est que une boîte est faite pour faire du cash de base. Et en fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, Thomas et moi, je pense que dans le duo, on est très complémentaires sur la partie humaine et voire entrepreneuriale, mais il nous a clairement manqué à un, voire les deux, l'aspect financier. On en avait déjà parlé aussi un petit peu, il me semble, Clément, c'est que moi, en parlant avec un copain banquier, il m'avait dit à l'époque, c'est très bien la culture d'entreprise, Bruno, c'est très bien, la bienveillance, c'est très bien, la cohésion d'équipe. Mais quand je t'entends parler, ta boîte elle ne génère pas assez de cash, elle n'a pas assez de capitaux propres. Donc, en gros, concrètement, c'est très bien d'avoir une super culture d'entreprise, mais c'est essentiel d'avoir un modèle d'entreprise rentable. Et ça, on n'a pas réussi. C'est un fait. Donc, super. Donc, on nous le dit encore aujourd'hui. On est très content, on est fiers de ce projet. Mais concrètement, on a raté, on a manqué en tout cas dans les choix que l'on a fait au quotidien sur la rentabilité des projets. Un exemple tout con que j'ai souvent en tête, c'est que on a un très gros prospect qui toque à la porte. Donc, on est en phase de négociation. Donc, on a des paniers moyens assez élevés. Donc, forcément, les phases d'échange sont assez longues. Et à côté de ça, on sait dans l'équipe, ça bosse pas mal, mais c'est censé être un peu full, voilà. Et en fait, nous, trop rapidement, souvent dans les choix que l'on faisait, on était plutôt tendance à se dire, bon, recrutons une personne, quitte à ne pas être rentable pendant 2 ou 3 mois, pendant les phases d'onboarding, parce qu'on ne sait jamais si ce prospect-là va signer ou pas. Comme ça, on fait un bon onboarding client et l'équipe ne se sent pas saturée. Donc, on prend soin de l'équipe. Sauf qu'un vrai financier, un comptable, un banquier te dirait non. Attends déjà d'une que ce prospect signe et de deux, dans la mesure du raisonnable,
foule tes équipes un petit peu plus, quoi. Ne les sature pas pour aller jusqu'au burn-out, mais staff-les pour qu'ils puissent avoir de quoi être rentables quand même, quoi. En fait, c'était un exemple parmi d'autres que oui, on a été très bon dans la culture instinctivement. Et aussi, on s'est beaucoup inspiré au quotidien d'univers startup parce qu'on est très sensible à cet univers-là aussi, qui ont beaucoup travaillé dessus ces dernières années. Mais petite parenthèse quand même sur la partie rentabilité slash culture d'entreprise. Je dirais même grosse parenthèse. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, c'était pour appuyer ce que tu dis, Bruno. Clairement, la boîte, enfin même toute boîte, pour qu'elle soit belle, grande, forte et durable, il faut qu'elle soit bonne sur le produit, ce qu'elle délivre. Nous, c'était nos services. Donc, OK, on était plutôt bon là-dessus, je pense. Il faut qu'elle ait une bonne culture pour durer dans le temps, attirer les talents et tout et tout. Ça aussi, on avait bien réussi. Mais il faut que le cash et la rentabilité soient là. Et nous, c'est ce troisième pilier qu'on n'a jamais réussi à vraiment structurer durablement. Ben, en fait, eh ben, une chaise qui a plus que deux pieds, ben, elle tombe. Vous avez quand même duré 7 ans. Alors, quand tu dis que on n'a jamais eu ça, c'est-à-dire que ça a vivoté à chaque fois ou vraiment vous avez pas eu de moment où vous avez eu des projets hyper rentables, etc. Non, c'est qu'en fait, on a toujours été à zéro, on va dire, pour faire simple. Ben, sauf que t'es zéro, tu grandis. Mais en cas de coup dur, eh ben, tu n'as aucune solution de repli, tu n'as aucun matelas de sécurité. Donc finalement, bah, tu te retrouves un peu tout nu. Euh, Merci pour toutes ces informations. Et Bruno, je trouve que tu fais bien, tu vois, de remettre un peu cette notion de cash et de rentabilité au cœur du débat. Donc, on a compris que l'agence était en croissance et puis vous avez parlé de vagues qui venaient un peu de tous les côtés, donc des vagues de différentes natures, des vagues de différentes amplitudes et on sent qu'il y a des sujets qui sont peut-être plus délicats que d'autres. En tout cas, moi, j'aimerais revenir sur ce sujet un peu de la finance et puis vous pourrez nous parler d'autres sujets si vous voulez. Mais du coup, de point de vue, voilà, de la rentabilité des projets, point de vue de la trésorerie et de la gestion de ce flux de trésorerie, quelles ont été peut-être euh, les erreurs qui ont été faites ou quelles ont été les paliers qui n'ont pas été atteints. En gros, si les choses devaient être faites différemment, point de vue strictement financier, ce serait quoi? Bah après, globalement, comme disait Bruno, c'est vrai que notre principale erreur n'a pas, enfin, est de ne pas avoir été assez strict sur la rentabilité. Clairement, ça doit être un prérequis. C'est pas une conséquence de ce qu'on fait. Donc, il aurait fallu qu'on se pose des indicateurs clairs et un objectif. Et plus qu'un objectif, des seuils en dessous desquels on ne peut pas prendre certaines décisions. Parce qu'en fait, clairement, si tu n'es pas stable et comme on disait, qu'il y a des grosses vagues, bah, tu peux couler. Donc, clairement, il y a des seuils, il y a des KPI qu'on regardait, mais qui n'étaient pas notre, euh, comment dire, notre cap. C'était vraiment se dire, ah, ça serait cool qu'on soit avec un ratio de masse salariale sur le chiffre d'affaires de moins de tant de pourcents. Alors qu'on aurait dû vraiment se dire, non, on ne peut pas être en dessous. Et tant qu'on est, et si, enfin, on ne peut pas être au-dessus, pardon. Et si on est au-dessus, alors on doit se séparer d'une personne ou on doit rentrer plus de cash. Mais on ne peut pas rester plus de temps dessus. Ça aurait dû être vraiment des décisions à prendre en fonction de ces critères-là et non pas des super métriques un peu cool qu'on pourrait avoir. Ce que tu dis là, ça soulève beaucoup de Beaucoup questions. d'émotions déjà. Je vais en retenir une. Donc, on a parlé, parce que vous avez parlé vous avez donné cet indicateur un peu du ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires. Vous nous avez dit aussi que vous avez travaillé de plus en plus avec des partenaires externes. Est-ce que vous avez eu, je ne sais pas, peut-être aussi des mauvaises surprises dans la rentabilité des projets qui ont été externalisés ou autre? Alors, des projets externalisés, non, mais des mauvaises surprises dans la rentabilité des projets, oui, clairement, comme tout le monde.
des projets qui durent beaucoup plus longtemps que prévu, des allers-retours à n'en plus finir, etc. Des résultats qui sont pas au rendez-vous, et donc du coup on se dit, OK, il faut qu'on mette les bouchées doubles, etc., etc. Donc on a tous vécu des moments comme ça. La vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on s'arrête dans un projet comme ça. Et donc comment on le balise en amont, contractuellement, quelles sont les décisions qu'on prend en interne. On a obligatoirement des projets qui sont un peu plus gros, un peu plus chronophages. Ça arrive dans toutes les boîtes. Mais la vraie question, c'est comment on réagit face à ce genre de situation. Et nous, il y a des fois où c'était genre la qualité du rendu prime, quitte à bosser 2 fois plus que ce qu'il fallait. Ouais, bah, au bout d'un moment, 2 fois plus, t'es pas payé 2 fois plus. Et concernant les ratios, oui, on a eu des ratios à des moments où le ratio masse salariale sur le chiffre d'affaires facturé arrivait à 90-95%. Donc, on devait absolument travailler au corps. Mais comme on l'avait dit, d'autres sujets, d'autres priorités ont fait qu'à un moment, on a dû prioriser. Et oui, des ratios d'externalisation d'expertise sur des projets qui devaient être de base à 30%, qui frôlent les 70-80% des fois. Pareil, ça arrive. Après, globalement, le modèle agence n'est pas un des modèles les plus faciles, hein. Ça, on s'en est bien rendu compte en discutant avec Thomas, en discutant avec d'autres dirigeants d'agence à La Réunion et en métropole, que on vend concrètement souvent du temps. Des consultants, des chefs de projet, des experts. Et ben, il y a tellement de paramètres au quotidien qui font qu'un projet ne peut pas être rentable, entre la mauvaise gestion du temps, les clients qui sont plus ou moins sympas, euh, l'organisation des projets fait que c'est vite une usine à gaz et ça peut vite tourner, si c'est pas bien drivé dans la gestion de projet, à des projets pas rentables du coup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette transparence. Je pense que la question était intéressante à poser parce qu'à plusieurs reprises, on a bien compris que c'était pas forcément une problématique de chiffre d'affaires parce que vous arrivez à trouver des clients avec un panier moyen, vous avez dit, qui était assez élevé. Et je trouve que ça remet en exergue quelque chose qu'on se disait un peu en off sur quand on veut lancer une société, il s'agit pas d'avoir voilà une belle vision, d'avoir une mission noble. Il faut vraiment revenir aux fondamentaux. Et une chose aussi qu'on observe, c'est que les gens sont très focalisés sur finalement le chiffre d'affaires. Combien d'argent rentre dans la boîte, en oubliant que bah, peut-être que le plus important, c'est pas combien d'argent rentre, mais combien d'argent reste. Ça reste Et je trouve que là, c'est une bonne illustration de ça. Parmi Complètement. les autres vagues, donc on a compris qu'il y avait cette gestion financière qui aurait pu être plus fine. Peut-être un dernier mot par rapport à cette fermeture d'agence et les autres problématiques que vous avez eu à gérer. Est-ce qu'il y a peut-être autre chose que vous voulez aborder? Il y a quand même quelque chose auquel on a fait appel ces dernières années et qui était vachement bien et qu'on aurait dû le faire depuis le début. C'est des experts pour nous aider dans la gestion de la boîte. Des experts RH, des experts en social, en admin. Et en fait, on s'est rendu compte que parce qu'on était foufou et qu'on savait pas faire au début et qu'on s'est dit, il faut qu'on économise, on l'a fait avec les moyens du bord. Ben, on faisait tout nous-mêmes. On apprenait, comme je le disais, on regardait des tutos sur YouTube presque pour passer des entretiens. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure de la boîte, notre temps, il est précieux et vaut mieux investir quelques centaines d'euros dans le temps d'une personne qui fait ça depuis 10, 15, 20 ans, un consultant en RH et qui va nous dire bah, les grandes lignes de la méthode, les points de vigilance, ce qu'on fait pas, ce qu'on dit pas, et on va gagner un temps de fou. Et ça, en fait, on a fait appel à ce genre de personnes un peu sur le tard. Et comme disent les jeunes, ça, c'était game changer. Et vraiment, prendre ces quelques heures de conseil, ça fait gagner un temps de ouf et ça permet de se rassurer. Et ça, on aurait dû le faire plus, même à la fin. Je pense que ça fait partie de la famille des grands apprentissages Mm. et on y arrive. Du coup, je repasse la parole à Clément qui vous a préparé quelques questions sur ce sujet spécifique de l'après. Ouais, carrément, merci Franck. Et j'en profite alors parce que tu as tendu la perche là, Thomas, parce que nous on a créé un format justement hors série de ce podcast qui s'appelle Ça part en live, où justement on interviewe des experts sur ces sujets-là.
pour montrer aux entrepreneurs que un expert, il a une vraie expertise et il faut le solliciter en tout cas quand on en a besoin. Et c'est vrai qu'on se rend compte que soit parce qu'on ne sait pas que ces experts-là existent, soit parce qu'on ne les a pas dans notre réseau ou tu vois, plutôt conviction, on a tendance à vouloir tout faire par nous-mêmes. Et il y a, moi, une phrase que tu as dit enfin, que je trouve vraiment importante, c'est ton temps en tant que dirigeant d'entreprise, il est extrêmement précieux, quoi. Et en fait, il y a une manière aussi d'évaluer ça, c'est de se dire, est-ce que le temps que moi je vais perdre à faire quelque chose va me coûter plus cher que le temps enfin, l'argent que je vais investir à faire appel à quelqu'un d'autre. Et Mhm. globalement, quand on se pose cette question-là, je pense que ça aide à prendre les décisions de est-ce que je fais moi-même ou est-ce que j'externalise. On arrive vers la fin de cet épisode et le temps est passé extrêmement vite. Moi, on a l'habitude de clôturer nos épisodes avec des questions rapides, mais juste avant ça, je voudrais quand même vous donner l'occasion de nous dire sur ce que vous faites aujourd'hui et sur quoi vous avez rebondi. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous êtes repartis tous les deux dans un modèle de freelance, de ce que je comprends, ou alors peut-être que j'ai pas tout compris, mais qui vous ramène un peu à vos amours du début. Alors expliquez-nous un peu ce que vous faites et pourquoi, du coup, vous avez choisi de repartir dans ce modèle-là. Pourquoi repartir dans ce modèle-là? Bon, c'était un peu naturel. C'était toujours cette même mission, en tout cas pour moi, d'aider les entreprises à se développer, aider les services marketing à décupler un peu leurs résultats. Le faire en indépendant, là, je pense que c'est un modèle qui me convient bien maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, moi, je me focalise sur cette partie de conseil, soit aux dirigeants de petites structures, entre le coaching et le mentorat, un petit peu pour les aider sur pas mal de problématiques en lien avec le digital, le marketing, le commercial, mais également et surtout les responsables marketing les aider à challenger un peu leur stratégie en place, les outils, les process qu'ils utilisent, les campagnes, un petit peu booster tout ça et les aider à monter aussi en compétences sur certaines thématiques. Et donc, c'est vraiment sur plus du coaching marketing que vraiment de la prestation de consulting comme le pouvait le faire l'agence. C'est un peu ces phases, juste pour finir, c'est un peu ces phases commerciales que je faisais beaucoup dans l'agence où un chef d'entreprise venait me voir ou un responsable marketing en disant, je veux une page Facebook, comment tu fais, combien ça coûte? Et je dis, bah attends, 2 secondes, on va réfléchir. C'est quoi ton objectif business? T'en es où? Tes challenges, tes difficultés, tes équipes, tes trucs? Et je creusais et on faisait des rendez-vous, plusieurs, 2, 3, 4 rendez-vous pour poser à la fin un plan d'action précis qui n'était pas du tout la page Facebook, évidemment, mais qui était autre chose de beaucoup plus en adéquation avec leurs problématiques business. Et c'est cette phase-là que je remets en place sur un format indépendant. Très clair. Bruno? Bruno? Ouais. Alors, je me faisais une remarque à l'instant quand je t'écoutais parler, Thomas, que nous, on n'a jamais su, dans notre positionnement non plus, on a toujours plutôt accompagné des entreprises avec des paniers moyens assez élevés. Donc, forcément, les petites entreprises, on n'a jamais réussi à trouver des offres d'accompagnement. Et pourtant, c'est des super beaux projets qui le méritaient souvent. Et en fait, c'est dommage parce qu'en fait, avec un peu de recul, je me dis que souvent, on avait une machine type agence qui faisait que dès qu'un prospect toquait à la porte, souvent, ben, on mettait en place une stratégie, un audit, donc plutôt un pack de missions ponctuelles qui était suivi après d'un petit peu de récurrence sur de la création de contenu, sur d'autres types d'expertise. Et en fait, souvent, ben, en fait, on n'a jamais réussi à trouver un accompagnement type sprint, quick win qui faisait que il y avait la possibilité sur un petit mois de faire une mini strat, de faire un truc qui faisait que, bon, après c'est une sorte de positionnement, hein, mais je pense qu'avec un peu de recul, on manquait un petit peu d'agilité parfois dans nos offres parce qu'on voulait toujours faire une belle strat parce qu'on ne peut pas partir bille en tête sans savoir qui sont les personas, sans savoir comment travailler ensemble. Voilà, c'est une remarque un peu à chaud comme ça. Je me dis que pas évident, mais voilà, on n'a jamais réussi à mettre ça en place. De mon côté, du coup, depuis février, je me suis lancé en tant que photographe et vidéaste, plutôt corporate.
de par mon réseau un peu business et de l'écosystème que je connais un petit peu, mais aussi particulier, parce qu'aujourd'hui, je ne me bride pas à accompagner des gens dans des projets, parfois des shootings famille, parfois des shootings de couple, parfois des shootings un peu divers et variés. Mais je focalise principalement mon activité sur de la photo et de la vidéo d'entreprise. Donc voilà, donc je fais des shootings de dirigeants, des équipes, des événements. Je mets en avant euh, des projets en développement via de la photo, de la vidéo, des entreprises. Voilà. Et il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de projets en développement. Donc voilà. Bah merci en tout cas, et puis bah on souhaite que ça décolle très vite, même si voilà, je me fais pas trop de soucis pour vous, parce que je vois déjà un peu sur les réseaux votre activité, donc ça c'est hyper cool. Je vous propose qu'on clôture cet épisode avec, bah, comme on le commence avec nos questions traditionnelles, on le termine avec des questions rapides. Alors là, la règle du jeu, c'est de nous répondre de la manière la plus concise possible. Et là, comme vous êtes à deux, il va falloir que vous vous mettiez d'accord sur un certain nombre de questions. Vous allez voir, je vais vous le dire. Donc, libre à vous d'échanger un petit peu et on coupera ça au montage. Mais en tout cas, essayez de vous mettre d'accord sur ces questions-là du tout début. Donc, ma première question, c'est sur votre parcours là, que vous venez de nous expliquer. Selon vous, ça a été quoi votre plus grosse galère et comment vous vous en êtes sorti? La plus grosse galère, c'est effectivement la rentabilité. Mais comment l'a dépassée? Eh ben, on l'a pas dépassée, elle nous a dépassés. Euh, mais une galère qu'on a réussi à contrecarrer, Ah, après, ça peut être de manière macro, Thomas. On ne connaissait pas grand monde. On n'avait pas de capitaux propres. On a monté un projet de boîte et au final, on a quand même réussi à avoir une notoriété post-agence. Tu vois, c'est une Ouais, c'est réponse, ouf. non? C'est la ouf galère, ça. la vraie galère, c'est ça, Pas c'est une galère. frugalité. C'est qu'en fait, on l'a fait avec notre couteau et notre intuition. Et on Merci. a réussi à construire ça, à faire venir des gens dans ce projet-là, à embarquer tout le monde, et toujours avec juste un couteau suisse comme moyen. Ouais. On a été quand même vigilant sur nos dépenses pour faire gaffe. Et avec cette frugalité, on n'a pas investi de cash 1000 euros de capital, hein, c'est tout. Enfin, c'est pas non plus foufou. Euh, et au fur et à mesure, ben, on a fait grandir ce projet-là, bootstrappé, comme on pourrait dire, en interne, avec cette petite, voilà, cette frugalité, encore une fois. Très clair. Et, La euh, même et chose en du plus coup, court, du coup. non, mais c'est bien. Là, c'était suffisamment court. Et la question qui allait juste ensuite, alors peut-être que la réponse sera la même, mais je la pose quand même, c'est sur tout ça, là, c'est quoi votre plus grosse fierté? Parce qu'il y a quand même eu des belles réussites et des beaux projets. Si vous deviez en retenir qu'une, ça serait quoi? Ben, plus de fierté, moi je dirais, c'est l'image qu'on a su dégager auprès de l'écosystème. Enfin, au quotidien, avec Thomas, on hallucinait sur les retours des gens de par le fait qu'en fait, on a su mettre en place une culture d'entreprise et une visibilité de notre projet assez folle, quoi. Alors, pour moi, ce ne serait pas ma plus grande fierté, mais c'est une fierté, effectivement, d'avoir réussi à construire une marque. Le fait d'avoir communiqué depuis le début sur la vie a clairement contribué justement à ça. Et sur notre réputation, on a construit une marque avec des valeurs, etc. Et ça nous a permis d'attirer naturellement des prospects et des talents dans l'équipe. Mais ma plus grande fierté, c'est bah, les gens qui sont passés par la boîte. Mine de rien, il y a eu des personnes qui étaient folles, des personnes moins folles, mais peu importe, on a construit les parcours de vie, on a accompagné des gens, on a créé des postes, on a créé de l'emploi, on a formé des gens qui sortaient d'école, des gens qui étaient en école, on les a embauchés derrière. Maintenant, ils sont... Bref, pour moi, mais ça c'est plus en perso du coup, c'est ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir participé à des parcours de vie, d'avoir fait grandir des personnes et autour d'un projet qui était quand même assez cool finalement. Hmm. Ok, ça marche. C'est très Et beau, Thomas. Vraiment. ouais, ouais, Merci. et puis je pense que ça donne du sens aussi à tout ça, tu vois. Et je pense que c'était aussi un des objectifs, enfin je le pense pas, d'ailleurs vous l'avez dit en début d'épisode, que une des choses qui faisait partie de votre vision, c'était de contribuer
à dynamiser la Réunion, à créer des emplois, etc. Donc ça fait sens. Si Ouais. vous deviez recommencer de Pardon zéro, Clément, ouais, une dernière chose pour compléter ouais, ce qu'on a dit. Il y a effectivement eu mm, la notoriété, il y a eu l'accompagnement des collaborateurs dans leur parcours de vie, mais il y a aussi un truc dont on peut être fier, c'est que depuis le début, Thomas et moi, en fait, on a toujours été très orientés satisfaction client. C'est-à-dire que à chaque fois, dans tous les prospects slash clients qu'on a rencontrés pendant ces 7 ans-là, on a toujours fait tout pour que le client soit satisfait, quitte à moins facturer, quitte à donner plus, quitte à l'accompagner dans ses difficultés. Et en fait, je pense que ce qui fait aussi aujourd'hui notre notoriété, c'est que on n'a jamais lâché un seul client, un seul prospect. Il n'y a aucune personne qui s'est sentie frustrée ou qui s'est sentie mal accompagnée. À chaque fois, s'il y a eu des désaccords sur des livrables, sur des choses, à chaque fois, on prend le téléphone, on appelle, on discute, on surdélivre, on fait autre chose, mais on est toujours à s'assurer que le client est satisfait. Et ça, je pense que ça joue aussi sur notre notoriété. Et ok. visiblement, Donc à si je résume, regret, c'est qu'on ne sait pas écouter les consignes parce que tu devais répondre une réponse rapide et coordonnée à c'est une la, question. c'est la, Non, c'est la clairement, dernière c'est fois qu'on trois vous réponses invite, les longues. gars. Moi, je vous le dis, hein. Non, mais c'est important. Mais du coup, je vais faire le travail de résumé pour vous. Donc, si je résume en 3 points, donc la visibilité que vous avez réussi à donner à l'agence, la contribution au développement de l'économie de l'île via les emplois que vous avez créés, les chemins de vie aussi que vous avez contribué à accompagner, et la satisfaction client qui a été votre priorité dans tout ce parcours. Merci Si vous Clément. deviez je t'en prie, Bruno. Si vous deviez recommencer depuis zéro, s'il y a une chose que vous feriez là différemment, ça serait laquelle? Alors déjà, on se réassocierait, ça c'est évident. Mais la chose qu'on ferait différemment, la première, mais c'est pour revenir un peu sur ce premier recrutement. C'est c'est en fait finalement d'avoir une vision un petit peu de la structure idéale que l'on veut d'agence, du modèle d'agence, et d'être beaucoup plus clair sur donc la structuration et surtout sur notre positionnement, sur notre élément différenciant. Qu'est-ce qui fait que les gens vont passer par nous? Et c'est pas qu'on est les plus fun ou les plus sympas. Qu'est-ce qui fait que dans le business, les gens vont faire appel à nos services? Donc ça peut être un Ok. positionnement, comme je le disais sur les conseils de spécialisation de verticale ou technique ou autre. Mais ce que je ferais différemment, clairement, c'est de prendre un axe différenciant qui nous parle, qui parle au marché, qui parle aux clients, et de s'y tenir et se dire, OK, je vais résoudre ce problème-là. Et pour moi, c'est ça. On a toujours été à vouloir embrasser trop de choses avec Bruno et jouer la carte du en même temps, ben, durablement, c'est un peu galère. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est se focaliser sur un truc et y aller. Il y a une anecdote, moi, que j'aime bien donner dans les cas comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'émission Cauchemar en cuisine. Avec Philippe Etchebest en France et il y a une version anglaise. Et en fait, il y a un truc qui dit tout le temps dans les restos qui marchent pas et qui galèrent, c'est votre carte, elle est beaucoup trop riche et vous pouvez pas faire autant de plats parce que du coup, ça veut dire que vous faites rien de très bien et il faut se spécialiser et rester peut-être avec 3, 4 plats, mais vous allez très bien les exécuter. Et je trouve que c'est une image qui montre assez bien, tu vois, ce que tu expliques là, Thomas, et que j'aime bien ressortir. Merci Bah, pour ces éléments. Et dernière question, Bruno, dis-moi, tu avais un truc à raconter. non, je veux dire que c'est un peu l'histoire de notre vie pendant ces 7 ans-là. C'est qu'en en gros, quand tu fais du digital, et je pense que toutes les agences se posent ces questions-là, c'est pas facile de se positionner parce que tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire de l'inbound, du social media, du marketing digital. Et en fait, c'est vraiment pas évident de se positionner parce que t'as plein de choix possibles et en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu aimes faire, des rencontres que tu fais, bah, plein de choses sont possibles. Et nous, on s'est toujours posé des questions et on n'a jamais su trancher effectivement nos choix. Non, mais en même temps, tu vois, c'est toujours facile de le dire a posteriori ou de l'extérieur, tu vois, mais quand tu es dedans, évidemment que c'est difficile à faire et évidemment que si tout le monde savait le faire, on aurait des boîtes Mm, qui fleuriraient et qui exploseraient tous les jours. Et mm, c'est pas évident et c'est aussi
pour ça, nous, qu'on a créé ce média, ce podcast, c'est d'essayer de donner des clés à des personnes qui se lancent grâce à des personnes comme vous qui acceptent de venir témoigner. Et c'est hyper cool et hyper enrichissant. Et du coup, moi, j'ai une dernière question. Une dernière question en un mot chacun. C'est, pour vous, quelle est la qualité essentielle à un bon entrepreneur? Bruno, vas-y, parce que je vois que tu avais envie de partager là-dessus. La qualité d'un entrepreneur, j'hésite entre l'humilité et la curiosité. L'humilité, pourquoi? Parce qu'en fait, au quotidien, si tu n'es pas humble en tant que dirigeant, bah, tu peux vite en prendre plein la gueule au quotidien. C'est vraiment une qualité qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur à Thomas. Et la curiosité, parce qu'en fait, on doit chaque minute comprendre, en tout cas essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, pour mieux assimiler des concepts, pour mieux assimiler l'environnement qui évolue autour de nous, pour pouvoir intégrer des choses dans notre projet entrepreneurial. Très clair. Thomas, tu en avais d'autres? Alors, franchement, déjà, l'humilité, pour moi, effectivement, c'est un des premiers facteurs, mais même humainement, c'est une des meilleures qualités que je trouve. Ouais. Elle était vraiment dans notre baromètre des recrutements. Les gens pas humbles, tu le repères tout de suite et tu sais qu'à terme, c'est nocif, ça, pour une boîte. Et comme nous, ça nous parle, il fallait que les gens soient à notre image humble. Donc, l'humilité, ouais, clairement. Après, la plus grande qualité, c'est juste la déter, la motivation. Ne pas lâcher. Tu as un projet, tu y vas, tu galères, tu avances, tu réussis, tu galères, tu avances, tu réussis, tu galères, tu avances, peu importe. Et même si à la fin ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera, peu importe. Mais tu l'as fait avec la motivation, avec le panache qui t'a animé. Et nous, c'était un peu ça, c'est la fin de l'agence, mais on l'a fait avec la même image, la même motivation qu'au départ, c'est-à-dire avec panache, à notre manière. Effectivement, à travers tout ce que vous nous avez raconté, l'humilité, la curiosité et la détermination, ce sont des qualités qui ressortent. On vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout ce que vous avez délivré, pour tous les conseils. Et on vous dit à très bientôt. Merci messieurs pour l'invitation, c'était un excellent moment et pareil, à bientôt. Je confirme, merci pour ce bon moment. C'était le podcast des entrepreneurs d'outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.